Vous suivez 350 athlètes. Comment vous faites? C'est combien un accompagnement chez OPT? Vrai ou faux, prendre des risques calculés est une partie intégrante de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as pensé à monter ta salle, ta propre salle? Actuellement, on a 5 coachs qui collaborent avec nous. Donc on est 7 coachs chez OPT et le total de tous les athlètes, ça représente 240 personnes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Attitude, le podcast dédié aux entrepreneurs et aux coachs sportifs. Aujourd'hui, on reçoit Alexis Bachelez. Donc Alexis qui est coach sportif, mais aussi entraîneur coach en force athlétique. Ouais, pour le powerlifting. Ouais. Pour le powerlifting, plus précisément, c'est ta spécialité. Depuis 2017, Exactement. depuis 2017, Alexis il a accompagné 350 athlètes individualisés. Il a formé plus de 200 personnes, notamment. En plus, tu as cofondé OPT. Exactement. Cofondé OPT et OPT qui veut dire Overload Process Training. exactement. De progresser sur la charge, sur l'entraînement. Exactement. Et PowerMind Inc. Tu peux nous préciser ce que c'est PowerMind? PowerMind, c'est du coup, tu vois, comme tu l'as dit, depuis 2017, donc j'ai évolué en tant qu'athlète sur la force athlétique. Ensuite, je suis passé au coaching tout en restant athlète. Et la suite logique pour moi, c'était de devenir formateur dans cette discipline. Et avec mon associé, donc Mehdi Sahari, on a décidé, on a ouvert la société officiellement en décembre 2023 Mhm. de PowerMind pour lancer une formation donc, qui est en ligne et en présentiel sur spécifiquement la force athlétique, donc pour les coachs. D'accord. Après, pour la petite histoire, Alexis et moi, on s'est rencontrés parce que Alexis, quand il a été diplômé, a cherché du travail, comme Exact. tous les coachs sportifs qui veulent travailler dans ce domaine. Il a cherché du travail et moi, à ce moment-là, je recrutais des coachs. Et Alexis faisait partie du panel de coachs qu'on souhaitait recruter à l'époque. Et malheureusement, Alexis n'est pas parti dans notre équipe. Qu'est-ce que tu as fait après? Et pourquoi tu n'es pas parti dans notre équipe? C'était quoi le... Et ben du coup, pour retracer, donc c'est le moment où je sors de STAPS, donc j'obtiens la licence 3. Et à la sortie de STAPS, j'étais plutôt parti pour faire kiné du sport. Donc je fais une petite transition en Espagne. Finalement, je me rends compte que repartir dans 4 ans d'études, c'était pas, pas fait pour moi. Donc je reste un mois, et au bout d'un mois, je rentre en France, et je me dis, j'avais déjà OPT, donc la première boîte qui était lancée. Et en fait, le fait d'attaquer les études, ça me freinait dans son développement. Donc ça m'a assez frustré. Donc j'ai arrêté kiné pour me lancer sur OPT. Sauf que à ce moment-là, déjà, le coaching en ligne en force athlétique, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Donc on n'avait pas assez d'athlètes pour en vivre complètement. Donc je me suis dit naturellement, on va faire une période en personal training, donc sur Montpellier, pour, on va dire, matcher les deux activités. Et petit à petit, que OPT prenne le pas et que je puisse me libérer totalement pour cette activité-là. Donc j'avais fait un entretien avec toi et j'avais fait un entretien avec Richard. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, très bien. Et du coup, j'avais fait les 2 entretiens. J'avais plus matché avec Richard, notamment au niveau de la salle. Donc on était, j'ai oublié le nom de la salle, Frines, qui était une grosse salle. Et du coup, on n'était que 2 coachs à l'époque. Et moi, l'ambiance de Frines et le fait qu'il y ait que 2 personnes, je voyais en fait plus d'évolution possible. Et je me sentais mieux là-bas, je trouvais. C'est pour ça que je suis parti là-bas à l'époque, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé... on force pas les gens à venir dans notre équipe. Évidemment, un coach qui se sent pas bien chez Bah nous, oui. c'est pas un coach qui va réussir à évoluer et à faire transcender son business. Donc, transcender son business et se transcender lui-même pour développer son business. Donc, non, on n'en a pas voulu du tout. Et puis surtout, quand on a vu l'évolution après cette tentative de recrutement, on a trouvé ça vraiment cool. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, tu as développé OPT avec Mehdi Sahari. Ouais. Vous suivez 350 athlètes. Alors, Comment vous faites? chez OPT, à l'heure actuelle, on a 240 athlètes actifs. Ok. Ok. Les 350 que tu as sûrement repérés dans ma description, c'est les athlètes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent. Et je pense que maintenant, si on fait le compte exact, on doit plus être proche des 400, voire 500 que des 350. Mais donc, si tu veux, chez OPT, on a Mehdi et moi, donc on est les 2 fondateurs. Et
Actuellement, on a 5 coachs qui collaborent avec nous. Donc on est 7 coachs chez OPT et le total de tous les athlètes, ça représente 240 personnes. D'accord, donc vous êtes 5 coachs en plus de Mehdi et de toi, Ouais, donc exact. 7 au total. Ouais. Mais comment vous arrivez à suivre autant d'athlètes? Est-ce qu'il y a vous avez des process? Parce que c'est des athlètes que vous emmenez en compétition? Oui, pour la Euh, plupart. d'accord, mais donc du coup, comment vous faites pour accompagner autant de personnes? Bah, en fait, si tu suis, le fonctionnement du coaching justement avec ces athlètes, donc ces athlètes vont déjà avoir un appel individuel avec nous, donc souvent en visio et en présentiel quand on le peut. Lors de cet appel, on va établir tout un questionnaire pour avoir en fait une trame qu'on suit. Chaque coach va suivre globalement la même trame pour nous donner des informations sur le rythme de la personne, les dispos, le côté plus spécifique sur le powerlifting, qu'est-ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait progresser, etc. Et en fait, avec toute cette batterie de questions, si tu veux, on va pouvoir déjà individualiser le suivi plus rapidement. En fait, les réponses qu'on aurait pu déduire par nous-mêmes peut-être en 2 3 blocs, donc pour nous un bloc c'est 4 semaines, tu vois? En fait on va gagner du temps. On va gagner du temps grâce à ce questionnaire. Donc déjà ça va nous permettre d'avoir un suivi plus qualitatif dès le départ et pour le côté, rendement, ça se crée, j'ai envie de dire sur le long terme. C'est-à-dire qu'au début, déjà au bout de 10 athlètes, moi j'étais sous l'eau. Je galérais à me libérer du temps, je me disais: «Mais on pourra jamais monter à 15 ou 20 chacun». Et puis quand, on a commencé à prendre du galon, de l'expérience, en fait, tu as des automatismes qui se créent, que ce soit dans ton analyse puisque, en fait, tous les jours, on reçoit des vidéos des athlètes sur leurs mouvements pour pouvoir amener correction, détecter les petits défauts qu'ils vont pouvoir améliorer pour, justement progresser sur leurs mouvements et en fait, nous, notre rôle, c'est, corriger ça et adapter la programmation en conséquence. Donc comme je te disais, au bout de 10 athlètes, ça paraissait chaud, puis finalement on a réussi à en faire 20, puis 30 et moi ça fait 3 ans que j'ai, entre 50 et 55 athlètes au quotidien avec moi. D'accord. Mais là, pour l'accompagnement, est-ce que tu t'es aidé d'outils? Est-ce que là, tu m'as parlé de vidéos, donc Oui. il y a de la vidéo. Ils ont une plateforme pour pouvoir. Alors si tu veux, ils ont, l'accès aux fichiers programmation, donc avec Hmm. leurs entraînements sur, Drive. Donc c'est un Google Sheet, comme un fichier Excel mais interactif. Eux vont pouvoir, rentrer des données dans le fichier. Hmm. Nous, on va les avoir directement. Donc ça déjà, ça nous fait gagner du temps plutôt que de demander à l'athlète: «Ben, qu'est-ce que tu as fait? Quelles ont été tes sensations?» et cetera. On va déjà avoir une première, on va dire semi-automatisation, même si je vais devoir aller dessus pour regarder, j'ai pas besoin de demander à l'athlète de faire l'effort, donc déjà là, tu gagnes du temps. Hem et puis après, c'est surtout beaucoup d'organisation au final, hein. Déjà, faut pas compter ses heures quand on le fait parce que c'est très chronophage. Pour te dire, j'ai à peu près entre 3 et 4 heures de retour avec mes athlètes chaque jour et par semaine, moi, pour 55 athlètes, j'ai, l'équivalent d'une vingtaine, voire 30 heures de programmation. D'accord. Donc déjà que sur OPT, sur le suivi, tu peux caler une semaine à 40 50 heures facile, quoi. D'accord. Et du coup, ces accompagnements chez OPT, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est-à-dire que moi, si demain je décide de me lancer dans la force athlétique et que voilà, je sens que j'ai besoin d'un accompagnement et que je suis vraiment extrêmement débutant, Mmh. OPT est capable de m'accompagner? Oui, on accueille le pur débutant qui a jamais pratiqué, qui vient de la muscu, Hmm. tu vois? Ça, on a pas mal de profils comme ça, qui nous a découvert sur, Insta ou via des connaissances qu'on coach déjà. On est totalement à même de le prendre en charge, dès le départ, comme, en fait, encadrer le champion du monde. Parce qu'on a vraiment tout niveau, du débutant qui connaît pas, jusqu'à des participations au championnat du monde et ça depuis toujours, quoi. Et c'est un peu notre force, tu vois? On n'aime pas s'enfermer dans un public cible. Déjà, notre public, il est hyper restreint puisque c'est la force athlétique. En Ouais. France, il y a pas déjà Non, non. beaucoup de monde qui pratique, tu vois? Mais par contre, on veut pas dire on fait que du haut niveau ou on fait que du débutant. Nous, ce qu'on aime, c'est s'adapter à différents profils, tu vois? D'accord. Là, on parle de force athlétique. Tout le monde ne sait pas ce que c'est de Ouais, la force athlétique. Ça c'est serait vrai. quoi pour toi la définition de la force athlétique? Parce que c'est enfin, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle Non, discipline, ça fait longtemps que ça ouais, existe, ouais, mais ça a été très démocratisé on va dire, ces 5, 6 ouais. 6 dernières années. La force athlétique, pour faire simple,
c'est une compétition avec 3 épreuves. Première épreuve, le squat, donc la flexion de jambes. On a 3 essais pour réaliser la meilleure barre possible. Le meilleur des 3 essais est retenu. On fait la même chose au développé couché et la même chose au soulevé de terre. Et en fait, le cumul des 3 performances crée un total. Ce total te classe dans une catégorie de poids. Mhm. Et ça établit ton classement. Et Ok. comme dans tout sport, tu as des championnats, l'équivalent des championnats régionaux, qui peuvent être qualificatifs pour le championnat de France. Au championnat de France, du coup, tu as, on va dire, la battle ultime de tous les meilleurs Français. Et selon le classement international, ils peuvent être envoyés sur des championnats d'Europe ou championnats du monde. Ok. Donc le but, c'est soulever le plus lourd possible avec des standards de compétition. C'est-à-dire que le squat que tu vas retrouver en salle de musculation, c'est pas forcément le squat qui va être validé en compétition. On a des standards au niveau de la descente, on a des ordres. Sur le développé couché, c'est pareil. Sur le deadlift, c'est pareil. Mhm. Donc les performances de salle ne sont peut-être pas validées automatiquement en compète, tu vois. Et ça demande un encadrement, surtout quand tu es débutant. Ok. La question que je me pose, moi, en tant que chef d'entreprise, tout comme toi, euh, bah déjà, est-ce que OPT aujourd'hui, c'est quelque chose qui te rémunère? Bien sûr. Et la deuxième question, c'est deux questions dans une. C'est combien un accompagnement chez OPT? Un accompagnement chez OPT, par personne, on est à 200 € à l'heure actuelle depuis 2 ans. Quand on a commencé donc en 2000, OPT, c'est janvier 2019. Le premier accompagnement, c'était 40. Et on est monté par phase. Et avec Mehdi et notre premier associé Youssouf à l'époque, on se disait, bah, à tel quota d'athlètes, on augmente. Donc on est passé de 40 à 60, 60 à 90, 120, 150, 200. Pourquoi cette augmentation? Bah, déjà, notre expérience. Je pense qu'on est de plus en plus performant dans ce qu'on peut proposer, tu vois, en termes de qualité. Et également, on va dire l'écosystème OPT. À la base, OPT, c'était juste l'accompagnement. À l'heure actuelle, OPT, c'est un accompagnement, tout un staff de professionnels qui bossent avec nous, que ce soit la vidéo, le kiné, le préparateur mental, la diététicienne, tu vois, on a tout un staff là-dessus. On a des événements qui sont indépendants que pour nos athlètes, des compétitions privées qui sont accessibles par personne d'autre. On a tout ce qui est déplacement des coachs en compétition. Alors bien sûr, on ne peut pas se dédoubler, donc on ne peut pas être partout tout le temps. Mais quand on le peut, on est présent. Et ça, à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas une équipe qui a autant de monde et qui propose un panel aussi varié que ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, vous êtes la plus grosse équipe qui accompagne des athlètes en force athlétique. De coaching, oui. De coaching, ok. C'est nous, en tout cas, qui avons le plus d'athlètes. Ok. Ouais. Bah écoute, félicitations, Merci. parce que ça démarre De rien. de rien du tout. Et C'est je clair. pense que ça peut être, c'est un exemple pour pas mal de gens. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es dans ce podcast, parce on trouvait que le parcours avait été fait avec beaucoup d'attitude, et d'où notre invitation. Le plus grand nombre d'athlètes que tu as suivi jusqu'à aujourd'hui, c'était combien? Parce que là, tu me dis 50, mais tu as Ouais. t'as eu des pics ou c'était le max que tu as fait, c'est 50? Non, en fait, je pourrais en avoir 60, 70, 80. Mais en fait, si tu veux, 50 pour moi, c'est le bon équilibre entre j'en fais suffisamment, j'ai un panel suffisamment varié, et puis du coup, moi, en termes de rémunération, c'est quelque chose qui peut me convenir. Et passer sur trop, en fait, je vais avoir une sorte de lassitude et j'ai pas envie de faire du travail d'usine, tu vois. Hmm. Déjà, 50, quand tu dis 50 aux gens, personne te croit en te disant non, mais enfin, tu peux pas avoir un discours individuel avec 50 personnes, tu peux pas connaître tes athlètes personnellement avec 50 personnes. Je vous garantis que si. Et puis, de toute façon, la meilleure pub que j'ai, c'est mes athlètes. Ouais. Donc, tu vois, ils sont là pour en témoigner. Et je tiens à garder ce contact-là, tu vois. Euh, L'idée, moi, c'est que dans l'année, ben, je peux avoir des réunions avec mes athlètes. Je vais essayer de me rendre disponible pour, quand je me déplace à Bordeaux, à Paris, à Lille, bah, leur dire OK, ben, je suis là 3 jours. Ben, s'il y en a 3 ou 4 dans le secteur, on se retrouve en salle, on se fait un entraînement, on mange ensemble. Moi, ce qui me fait vibrer dans ce sport-là, c'est pas passer mon temps devant un fichier Excel hein, ou devant mon WhatsApp. C'est passer du temps devant, mais que derrière, il y ait une concrétisation et qu'il y ait du physique, tu vois. Ce que j'avais avec le personal training en présentiel, à l'heure actuelle, je l'ai moins, puisque j'ai arrêté.
mais je tiens à maintenir ce côté physique et rencontre. Ça, c'est hyper important pour moi. Là, vous recrutez chez OPT. Si demain, il y a un coach qui veut rentrer dans votre équipe pour faire du personal Mm. training, mais beaucoup plus orienté sur la force athlétique, vous recrutez ou pas? Non. Euh, c'est pas les demandes qui manquent. Hmm. Je pense qu'on en a une sérieuse tous les 2 mois à peu près, de personnes qui sont pas qualifiées, qui ont en plus des bonnes images, tu vois, sur les réseaux sociaux, qui pourraient aider OPT à croître. Mais en fait, c'est non. De un, parce que avec mon associé, on souhaite pas monter au-delà de l'équipe qu'on est là, puisque la différence aussi pour nous deux, c'est qu'on passe d'un travail individuel ou à deux à maintenant on manage une équipe, tu vois. Et donc là, tu prends la casquette de coach et de manager, de chef d'équipe, et ça, c'est des responsabilités autres et qui demandent de l'implication. Et tu as besoin de temps et d'implication avec chacun, comme en fait le coaching. Bah, là, tu coaches des coachs. Moi, chaque mois, j'ai une réunion individuelle avec chacun pour savoir si tout se passe bien, voir un peu les axes d'évolution, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place sur le prochain mois pour pas stagner, pour être sûr que la personne se sente bien dans l'équipe. Ça, pareil, c'est hyper important pour moi. Et je me vois pas le faire avec plus de personnes à l'heure actuelle. Et en plus, les coachs qui sont en place maintenant ne sont pas sur leur quota maximal. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà accueillir encore des athlètes sans souci. Et c'est qui trouve les athlètes pour eux? C'est toi ou c'est eux qui vont les chercher eux-mêmes? C'est les deux, en fait. Tu as l'image du coach indépendant qui peut fonctionner. Donc, eux vont recevoir des demandes de coaching. Et ensuite, sur OPT, on va en recevoir également. Et selon la configuration, on va dispatcher pour l'un ou pour l'autre. D'accord. Donc, c'est en fait les gens qui passent directement par les plateformes OPT, vous redistribuez à vos coachs Oui, et vous rémunérez vos coachs sur les coachings que forcément vous leur ramenez. ouais. Mais par contre, si eux, ils ont du coaching individuel qui viennent de leur propre réseau, En fait, ça il y a se une passe comment? rétribution. Il y a une rétribution quoi qu'il arrive. Et chaque coach est indépendant. Chaque coach est auto-entrepreneur. Il y a une rétribution sur un pourcentage fixe en fonction du nombre d'athlètes qui sont coachés par les coachs. D'accord. Donc, même si le mec, il a un coaching qui vient de Ouais, l'extérieur et qui passe pas par vos réseaux, vous êtes quand même rémunéré. oui. En fait, si tu veux, tu as tout le, comme je te disais, l'écosystème. Donc pour les athlètes, Hmm. tu l'as aussi pour les coachs, puisque Ouais. OPT a, on va dire, un impact qui est quand même assez important, puisque Hmm. l'équipe est connue, les comptes sont suivis, il y a des mises en place qui sont assez importantes, les podcasts, YouTube, il y a beaucoup d'argent qui est investi autour de tout ça. Et donc le coach, en étant chez OPT, même s'il reçoit sa demande en indiv, en fait, c'est la force de tout le monde qui crée ça, si tu veux. Ok. Et Donc, chaque coach influence l'autre aussi. Mais t'as pas eu de soucis par rapport à ça, par rapport au fait que les coachs veuillent pas rétribuer du coaching qui vient de leur propre réseau? Non, parce que déjà, on a été clair dès le début. On a été clair dès le début, ça devait fonctionner comme ça. Et puis, en fait, si tu veux, je veux pas des coachs qui sont là pour coacher. Je veux des coachs qui sont là pour coacher, mais faire grossir OPT et faire grossir l'équipe. Et c'est important qu'ils soient très impliqués là-dessus. J'ai fait le choix de ne pas prendre un gros pourcentage par rapport à ce qui peut se faire dans ce milieu. Pour être transparent, hein, c'est entre 15 et 20%. Hmm. J'ai déjà vu des équipes qui prenaient jusqu'à 50-60%. Non, c'est pas quoi. Ouais. Ok. Et en fait, tout ce qu'on peut mettre en place pour les coachs justifie aussi ce pourcentage. Donc, C'est pas juste je me sers sur ton coaching. C'est tu fais une rétribution pour aider l'équipe à grossir. Pour te dire tout ce qu'on reçoit en fait sur l'entreprise, il y a tout qui est réinvesti dans le, comme on a dit, hein, une caméra c'est 10 000 euros. hmm. Il y a la vidéaste qui est payée, il y a tout un écosystème justement à rémunérer. Et cet argent-là, finalement, on le touche même pas nous. Hmm. C'est dans le but de faire grossir OPT et dans le but de rémunérer encore mieux les coachs, justement pour ramener plus de coaching. D'accord, donc le coach qui est recruté par OPT bénéficie de tout l'écosystème, quoi. En gros, Bien c'est sûr. ça. Il y a quand même un palmarès, hein, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tes adhérents qui te le renvoient Mm. par la qualité de ton travail, parce que de ce qu'on a noté, il y a 80 médailles en France. Vous avez réussi à choper 80 médailles en France Oui, et, oui. et près de 150 dans des championnats internationaux, Et même plus maintenant. même plus Ouais, ouais. maintenant. Ouais, faut mettre à jour. Vous êtes Là, à il faut plus. faire une petite mise à jour parce qu'on a eu le championnat de France
en décembre, enfin, novembre dernier. Et là, tu vois, on enchaîne sur le prochain dans 2 semaines, sur le championnat de France junior. Mais oui, le palmarès, il est super pour nous. À chaque fois qu'on a soit un championnat inter, soit un championnat national, on a des places, on a des podiums, on peut avoir des champions, des records. Donc, c'est une gratification pour nous, mais comme je te dis, c'est un élément parmi tant d'autres. Et on ne se base pas que là-dessus. Et ce qu'on recherche, c'est pas forcément avoir le plus de médailles possible. Bien sûr, quand tes athlètes performent, quand ils sont au niveau national ou inter, bah, c'est super puisque tu les amènes pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est l'expérience client et que la personne ressorte du coaching OPT satisfaite, avec ses objectifs validés et qu'elle puisse te recommander à ses amis ou à ses partenaires d'entraînement. Pour ça, pour moi, c'est plus ça qui compte plutôt que la médaille. La Ouais, médaille, c'est une conséquence, mais ouais, conséquence d'un bon boulot en amont. ouais. C'est ça le plus important Mm. pour moi. Tu, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de nous, enfin, si tu le souhaites, hein, parler du chiffre d'affaires que génère OPT? J'ai pas de tabou là-dessus, mais il est confondu avec l'entreprise de formation. Donc, si tu parles des coachings donc de mon associé et moi, plus des rétributions, on doit se situer aux alentours de, je dirais, 120 bruts, Mm. à peu près. C'est pas mal, hein. Et pourquoi, en fait, tu vois, là, t'étais parti à monter une équipe, une grosse team pour pouvoir coacher de manière assez massive dans la force athlétique. Pourquoi ne pas rester tout simplement coach individuel et enfin, à coacher tes 50 athlètes? Pourquoi avoir monté OPT? Au début, si tu veux, on était indépendants. Donc, mon associé, l'associé de l'époque avec qui on a monté à 3 et avec qui on s'est séparé par la suite, euh, on avait chacun un, deux, trois coachings. Ce qui se passait, c'est que bah, déjà, nous, on était amis. Et quand on se retrouvait en compétition, on se On, retrouvait on est, ensemble. on était amis, vous êtes toujours amis, j'espère. On est toujours en très bons termes, ouais, Mm. et toujours amis, mais on bosse plus ensemble, Mm. tout simplement. Et du coup, on se retrouvait toujours en compétition. Et on s'entraidait. Et au final, on aidait l'autre, on coachait un petit peu l'athlète de l'autre. On s'est dit, mais en fait, pourquoi faire ça si on pourrait le faire avec une même entité, les mêmes couleurs, un même nom, et l'objectif d'arriver en compétition avec bah, justement une équipe que les gens voient. Donc en termes d'image de marque, c'est intéressant. Tu portes les mêmes t-shirts. Et puis, du coup, tu as aussi toute cette cohésion que les athlètes peuvent avoir ensemble. La cohésion que un coach peut avoir avec les athlètes de l'autre, ça c'est intéressant aussi. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est ça qui nous faisait un peu rêver, un peu kiffer. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Et je pense que seul, j'aurais très certainement pu potentiellement même gagner plus d'argent parce que j'aurais fait que ça et il y a une sorte de rentabilité qui pourrait être même meilleure si j'y réfléchis. En fait, si j'alloue tout le temps que j'ai à l'heure actuelle au niveau professionnel à avoir plus de suivi pour avoir le même nombre d'heures par semaine, je pense que je gagne mieux ma vie. Mais en termes d'accomplissement perso et d'entrepreneuriat, ben, ce que j'ai pas, c'est que je permets à mes coachs qui bossaient à Intersport ou dans d'autres branches, ben, je leur permets d'arrêter ça et de bosser uniquement pour leur coaching, tu vois. Mm. Donc de travailler pour leur passion. Ça, c'est hyper important pour moi. Enfin, c'est un gros plus. Et comme je t'ai dit, tout l'écosystème et le fait de proposer un package qui peut être bien plus large à des athlètes, ça, c'est quelque chose qui se fait pas ou très peu. Et moi, je trouve, enfin, je me suis inspiré d'autres équipes dans d'autres sports, tu vois, professionnels. Bah, tu as toujours un kiné qui est à dispo, tu as un prépa mental qui est à dispo. Et l'idée, c'était créer ça. En fait, professionnaliser le coaching en force athlétique en 2019, alors que ça n'existait pas. Donc, on voulait justement lancer ce truc-là. Ouais, c'est réussi. Le plus grand défi que tu as réalisé depuis l'ouverture de OPT? Bah, je dirais faire matcher toutes, tous les objectifs justement d'entreprise et d'entrepreneuriat qui sont très divers, tout en gardant une qualité de coaching. Parce que tu as vite fait de t'éparpiller au final. Ouais. Tu as vite fait de te dire, bon, ben, je vais passer du temps pour ma com, pour mes réseaux, pour mes coachs. Et puis au final, quand tu en arrives là,
Ah ouais, mais en fait, j'ai toujours 50 athlètes à gérer. Ouais. Et tu dois toujours délivrer une bonne prestation, tu dois toujours être positif, rebooster un peu les troupes, etc. Et quand tu es fatigué ou quand tu peux avoir, bah, tu le sais, hein, si tu as une entreprise, tu as des problèmes qui arrivent. C'est jamais un long fleuve tranquille, C'est une que des entreprise. problèmes. Et bah, du coup, ça, il faut que tu essaies de ne pas le transmettre non plus à tes athlètes. Eux, ils sont là pour performer, donc tu dois les mettre dans des bonnes conditions. Donc je dirais ça, le fait d'arriver à, sur une même unité de temps, à faire plus de choses et à diversifier tout le temps ton focus tout en restant productif dans ton cœur de métier, quoi. C'est quelque chose que tu arrives à faire. Je pense. Euh, Tu sais, dans ce podcast, on fait des jeux. Là, on va partir sur un jeu, ça s'appelle Vrai ou Faux. Donc, juste à répondre vrai ou faux. T'es prêt? Allons-y. C'est bon, t'as pris une petite gorgée, C'est bon. t'es bon. Il est essentiel d'avoir un diplôme. Bon, vrai ou faux, il est essentiel d'avoir un diplôme pour être un coach préparateur physique. Vrai. Je peux pas dire l'inverse, je suis prof à STAPS en même temps. Donc, Ok. Et puis, pour moi, c'est un prérequis. Les coachs qui sont chez OPT étaient obligés d'être diplômés pour être chez nous. Vrai ou faux, le powerlifting est uniquement une question de force physique, l'aspect mental est secondaire. Faux. Complètement faux. Là, tu peux avoir des échéances avec un athlète prêt physiquement. Si le mental n'est pas là, il n'y a aucune performance. Tu peux avoir une échéance avec un athlète qui est moins prêt physiquement. S'il est prêt à aller au combat, tu peux avoir des très très bonnes surprises. Vrai ou faux, prendre des risques calculés est une partie intégrante de l'entrepreneuriat. Bien sûr. De toute façon, sans prise de risque, je dis pas que tu avances pas, mais tu te fermes des portes. Et en termes de diversification ou d'expansion de l'entreprise, bah, tu peux te fermer des portes sur le long terme en tout cas. Moi, la question que je me pose, c'est que, en fait, avant, bon, les gens ne le savent pas, mais avant, tu étais mécano. Ouais, Mécano moto, c'est ça? c'est ça. J'ai fait mon bac pro mécanique moto et je travaillais chez BM, KTM et tout à Montpellier, là. Ok. Du coup, tu as basculé de mécano moto à coach. Est-ce que tu avais imaginé un jour faire ça? En fait, quand on a lancé OPT, pour moi, donc on était encore étudiant à STAPS, pour moi, je pourrais pas vivre dans... Enfin, ma vie pourrait pas tourner autour du coaching en force athlétique. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce modèle, il n'existait pas quand on le lance. Il y a deux personnes qui coachent de manière professionnelle à l'époque là-dessus, et ça leur permet clairement pas d'en vivre. Donc en fait, ce modèle, on n'avait pas de référentiel pour se dire ça va fonctionner ou pas. Aux États-Unis, il y en avait un petit peu. Bon, ils avaient 2-3 ans d'avance, tu vois. Ouais. Mais en France, pas. Donc pour moi, quand Mehdi me dit non, mais on va pouvoir lancer ça, en vivre, etc., pour moi, c'était sur le long terme un complément de revenus et j'allais être préparateur physique dans un club professionnel de rugby, de foot, des choses comme ça. Et je ferais OPT en plus pour la passion, si tu veux. Mais est-ce qu'il y a des qualités que tu as forcément en tant qu'athlète que tu as réussi à retranscrire dans l'entrepreneuriat? Je pense tout simplement le goût du travail et que même si t'es pas fait pour ça, moi je suis pas doué génétiquement parlant, je suis pas né pour faire du powerlifting. J'ai pas une génétique de fou, j'ai pas une musculature ultra développée, j'ai pas un système nerveux ultra performant non plus. Donc ça c'est quand même les prérequis physiques, tu vois, en force athlétique. Pour autant, quelque chose qu'on pourra pas m'enlever, c'est que quand il faut bosser, on y va et sans compter, tu vois. Et ce côté-là, en tant qu'athlète, ça m'a permis d'atteindre un niveau correct. Je suis très loin d'être haut niveau. J'ai des athlètes qui me mettent la pâtée dans plein de cas. Mais j'ai quand même, tu vois, participé 2 fois au championnat de France. J'ai été qualifié sur France Élite, etc. une fois. C'est pas mauvais, mais très loin d'être bon. Ce côté-là dans l'entrepreneuriat, bah, si tu arrives à le transférer à bon escient, c'est un gros plus. Il y a des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré? Des conseils quand tu as démarré dans l'entrepreneuriat? Arriver à se dégager un peu de temps pour soi avant que tu en ressentes le besoin. Parce que bah, il y a eu des périodes où t'as plus envie de bosser, t'es vraiment ultra crevé. Le goût de la passion, justement, il a tendance à baisser. En fait, si tu arrives à anticiper ces périodes-là,
Sur le long terme, ça marche mieux, je trouve. Si tu estimes que tous les 10 jours, tu as besoin d'une journée off, ou tous les mois, tu as besoin de 2 jours off ou autre, selon le rythme de chacun, si tu arrives à l'anticiper, même si tu le ressens pas sur le moment, tu vas pouvoir prévenir, pas dire le burn-out, c'est un gros mot, tu vois, mais le fait de voilà, avoir une baisse de régime et du coup être moins productif, et tu te retrouves pas dans les situations où tu as une tâche que tu ferais initialement en 1 heure, bah là tu la fais peut-être en 3 heures parce que tu as une perte de focus, tu es fatigué et tu avances mal en fait, tu vois. T'as des conseils là-dessus? Est-ce que il y a des choses que tu mets en place justement pour pas perdre ce focus et toujours être concentré à suivre ces athlètes? Dans mon cas spécifique, déjà, dès que je me lève, bon, je déjeune et je fais tous mes retours. C'est-à-dire que tous les messages qui sont en attente, les mails, les WhatsApp, généralement, un WhatsApp, si j'en fais pas pendant 24 heures, j'en ai 40-45. Ouais. Et c'est des vidéos, des vocaux, donc tu prends au moins 10-15 minutes par personne. Donc déjà, dès que je me réveille, c'est ça, direct. Et si ça prend 3 à 4 heures, c'est pas grave, on les fait. Et au moins, je pars d'une base saine pour la suite de ma journée. Si je commence à me lancer sur une tâche et que je sais que j'ai 40 retours qui m'attendent, en termes de focus, c'est mauvais. Je vais me disperser et je vais savoir que derrière, j'ai tout ça. Donc déjà, ça, premier conseil, comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Si tu peux le plier, au moins, tu es tranquille. Et, et après, bah, tu vois, tu me disais que tu n'étais pas un adepte des to-do list. Ouais, Moi, ouais. j'en suis un matrixé. J'en ai peut-être 10 ou 15 sur mes Apple Notes. Et que ce soit les plannings ou les notes, je suis H24 dessus. C'est ouvert en continu sur mon écran et j'y touche tout le temps. Et Mmh. pour moi, c'est mon système d'organisation et c'est comme ça que j'arrive à gagner en productivité. Si j'ai pas ça, j'ai tellement de choses qui gravitent autour que j'oublie trois quarts des tâches que j'ai à effectuer. Moi, j'ai pas de to-do list, mais moi, je mets des événements dans mon Ouais, agenda. carrément. Donc, et après, je me mets des petites pressions où enfin, c'est comme des to-do list. Je dis que j'en fais pas, mais j'ai des mini to-do list en début de journée où je me dis, je me couche pas si ça, c'est Tant que pas j'ai pas fait. fait, ouais. Et des fois, bah, pour respecter ce truc, je travaille jusqu'à 1 heure du matin Et parce oui. que je m'étais dit avant de me coucher, je vais le faire. Et sinon, je sais, je me couche, je me dis: «Putain, Et là, tu dors j'avais mal. prévu». Ouais, là, tu sais, je suis dans mon lit et je me dis: «Putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Ça, j'aurais pu m'organiser comme ça». Tu sais, je marronne, comme un Bien fou, sûr, ouais. alors que voilà, donc comme j'ai pas envie de marronner comme un fou et de dormir tranquille et me dire: «Putain, j'ai réussi à remplir toute ma liste», et ben, je m'y attelle avant de me coucher. Donc finalement, t'en as un petit peu quand J'en ai même. un petit peu, non, mais tu Pour obligé. rester productif, Ouais, c'est ouais, important. tu obligé. Si tu peux Et pas. tu vois, un dernier conseil là, notre métier, du coup, il est principalement en distanciel. Ouais. 80 du temps, le rapport qu'on a avec les athlètes, c'est du distanciel. Les 20 autres pourcents, c'est les stages de cohésion, les stages athlètes haut niveau, les compétitions quand on les voit au final. Donc, qui dit distanciel dit automatiquement réseaux sociaux. Ouais. Notre image et notre vitrine, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai des limiteurs de temps d'application. Si j'en mets pas, donc Instagram par exemple, c'est 1 heure et des fois je repousse à 1 h 30 si j'ai du contenu à poster et cetera. Ce qui est déjà beaucoup au final, hein. Mais ça évite de perdre du temps et de scroller, de perdre le focus, quand tu travailles, je trouve. Ah, moi, c'est des trucs que je devrais mettre en place, que je suis, alors je fais beaucoup de veille et Dieu merci, heureusement j'en fais parce qu'il y a des tas de choses qui avanceraient pas dans la boîte si j'en faisais pas autant. Mmh. Ça me permet d'être alerte sur tout ce qui va se faire, surtout, enfin, moi, je trouve que la veille dans notre métier, tu très vite dépassé si t'es pas au courant des choses, Ah oui. des choses. Et ouais, ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très chronophage et moi, je suis, très clairement addict à ça. Je m'en rends compte, donc c'est des trucs que je devrais régler. Là, mentalement, je suis pas prêt, tu sais, j'ai l'impression d'être un peu comme un mec, qui fume sa clope et qui, tout le monde lui dit: «Ah ouais, tu devrais arrêter», et je pense qu'on a tous déjà entendu cette réponse, le mec qui dit: Ouais, «Non, demain. là, j'arrête». Non, mais non, genre, moi, j'ai entendu des gens qui disent: «Non, moi, j'arrête pas», parce que je sais que mentalement, je suis pas prêt à j'y arriverai pas. Par contre, je sais que quand je serai prêt, ça sera, à mon avis, très radical. Mais je On off quoi. ouais, ça sera on off. Mais j'arrive à le faire, le week-end, je pars faire des randos. J'ai besoin de faire Les coupures. des coupures et puis j'ai besoin d'occuper, mes mains et mon esprit, et c'est vrai que, par exemple, quand je suis sur un rendez-vous où je dois, parler, affaires, business, ou même, on s'en fout, même une réunion, bateau, bon, déjà pour pas manquer de respect à mes interlocuteurs,
Moi, j'ai pas mon téléphone dans les mains, mais il faut que j'ai un truc. Donc, Un j'ai toujours un stylo, stylo, ouais. machin, et je deviens fou si j'ai pas ça, tu vois. Donc toi, tu as vraiment le côté préhension Ouais, et tu vois ce qu'on a tendance à évoquer, ces derniers temps, c'est que, on a de moins en moins l'habitude de s'ennuyer. ouais, Et en fait, s'ennuyer, c'est là où tu peux, développer certaines parties de ton cerveau, certaines façons de réfléchir, d'avoir de la réflexion et de justement, peut-être aller gratter des nouvelles idées, avoir des choses, bah, qui vont t'amener de la productivité. Sauf que si tu réfléchis pas à ça, tu te dis: «Bon, ben, je suis pas sur les réseaux, donc je perds un petit peu l'actualité» ou «Je suis pas sur WhatsApp en train de répondre à mes athlètes, donc je prends du retard». Mais finalement, prendre un petit temps pour soi sans avoir ces stimulations, ça peut aussi être rentable pour ton entreprise. Mais c'est plus difficile à concevoir. c'est plus difficile, mais c'est pour ça que le week-end, je bouge et que je fais des randos et que je bouge, tu vois. Soit je fais des randos et à un autre endroit où j'ai énormément d'idées, et malheureusement pour la planète, c'est la douche. Quand je suis sous la douche, je peux rester des heures parce que enfin des heures, j'exagère, hein, sur les heures évidemment, mais c'est là où j'ai des idées de fou. Des fois, je sors de la douche, je dis: «Waouh, mais putain, mais pourquoi j'ai pas Du pensé coup, plus tu prends longtemps?» ta tablette sous la douche et tu Non, notes. alors j'ai pas de j'ai ouais, tu vois? J'étais en train de penser à ça, ça peut être une solution. Mais j'ai entendu un mec dans un podcast qui disait ça, qu'il avait un truc pour prendre des notes sous la douche. Waouh. Parce C'est que c'est dès qu'il parti avait une loin. idée, enfin, ou sous la douche ou à côté de la douche, je sais pas comment, enfin, je me souviens plus très bien de ce qu'il disait, mais qui Des prenait des notes. notes. Sous la douche, et c'est fou. Moi, c'est quand je marche, tu vois? Hem, je rédige des articles pour, des plateformes de préparation physique ou bien, pour, la suite de notre formation. Ce que je fais, c'est que, bah, comme tu le sais, du coup, moi, j'habite à la campagne désormais. Du coup, je pars marcher, généralement vers 11h30, je fais une coupure. Je pars marcher une trentaine de minutes, après je mange et ensuite je m'y remets. Et du coup, quand je marche, ChatGPT, vocal, et je parle pendant 10, 15, 20 minutes. Tout seul, on dirait un fou, mais en même temps, il y a personne qui me voit, donc on Ouais, s'en fiche. ouais. Et tu peux placer des E, des A, des blancs de 30 secondes. Et à la fin, tu lui dis, ben voilà, synthétise-moi tout ça. Euh, mets-le en forme, un peu sous forme de checklist ou autre. Et en fait, ça m'évite d'avoir les yeux rivés sur le téléphone, ça m'évite de pianoter tout le temps. Juste, je parle. Et en fait, mes idées qui fusent un petit peu et qui sont totalement désorganisées viennent s'organiser. Et ça me fait gagner du temps aussi, tu vois. Ouais, c'est une super idée, ça, j'y avais pas pensé. Ça marche franchement bien, hein. Ouais. Parce qu'au final, le contenu, ça reste le tien. Mmh. C'est ce que tu aurais mis à l'écrit. Mmh. Sauf que bah, tu gagnes du temps et en plus, tu peux un peu te déconnecter de ce téléphone, quoi. Ouais. C'est vraiment, le téléphone, c'est vraiment devenu un fléau. Encore plus avec TikTok, là, où c'est encore pire. Moi, tu vois, je l'ai jamais eu. Jamais, L'installe jamais. je l'ai jamais installé. Mais déjà, Insta, c'est déjà abusé. Ouais, mais TikTok, c'est pire. Hmm. C'est vraiment pire. Tu vois, pour le podcast, par contre, je suis pas souvent dessus et j'ai une plateforme qui envoie les vidéos toute seule. Enfin, tu vois, je programme et ça Bien sûr, s'envoie, ouais. donc j'ai pas besoin de. Je vérifie juste les stats, mais c'est tout ce que je fais. En fait, tu as vite fait de t'enfermer dans le truc où tu te dis, bah, en fait, je vais sur Insta ou je vais sur TikTok ou je vais sur YouTube pour travailler. Au final, quand tu passes 4 heures par jour sur Insta, ok, tu as peut-être 1 heure de travail, mais le reste du temps, c'est bah, tu scrolles, tu perds du temps au final. Ouais. Après, aujourd'hui, tu peux éduquer tes réseaux avec les algorithmes. Et moi, j'ai que des trucs intéressants Mm. qui passent, tu vois. Que ce soit de la formation, des extraits de podcast. D'ailleurs, les extraits de podcast, souvent, bah, comme ils sont en short, moi, après, je vais regarder ou écouter les podcasts. Ouais. Je fais souvent ça Tu les écoutes quand, toi, tes podcasts? en voiture, Ok. full voiture. Moi, tu vois, Ou sport aussi. quand je travaille, moi aussi à la séance, et quand je travaille, donc quand je fais les programmations de mes athlètes, ça m'arrive de me mettre des 6-8 heures de programmation par jour, tu vois. Ben, je me balance des podcasts en fond. Il y en a qui arrivent pas à réfléchir avec le podcast. Moi, ça me met vraiment dans un bon état de concentration et je les écoute à ce moment-là. Ouais, ça, je le fais aussi, hein. Les gens, ils comprennent pas parce que je me retrouve avec 3 écrans, 4 fenêtres. Mm. Mais j'y arrive parce que des fois, je bute sur ce que je suis en train de. Enfin, sur les choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Et le fait d'avoir un autre truc en fond,
ça me permet de me concentrer sur le truc qui est en fond et de revenir sur la tâche Ok. initiale, tu vois. Ça améliore ton focus. Ouais, Ok. je fais comme ça. Euh, Là, tu sais, tu disais, enfin, tu fais de la programmation, mais est-ce que tu as pensé à monter ta salle, ta propre salle? Oui, plein de fois. Plein de fois, mais déjà pour moi, c'est pas un modèle super rentable, une salle de force athlétique. Si t'es à l'équilibre, c'est bien, quoi. Si Mm. ça te coûte rien, c'est bien. Mais si tu comptes te rémunérer avec, bonne chance, tu vois. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse en termes d'entrepreneuriat. Là où je pourrais y trouver du positif, c'est que, bah, tu vois, les stages de cohésion, les stages élites, etc., qu'on organise avec nos athlètes, ce serait tellement simple. En fait, tu donnes rendez-vous à ta salle, tout le monde vient, tu peux initier une dynamique de groupe beaucoup plus facilement, et ça crée un point de repère. Sauf que, en fait, il y a plus de points négatifs que positifs pour moi à le faire. Ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est que depuis juillet dernier, donc j'ai acheté cette maison. Et sur la maison, il y a une partie qui est en rénovation, où je suis en train de rénover pour faire un Airbnb. Et de l'autre côté, il y a une grange. Et cette grange va être aussi rénovée pour faire une salle de force athlétique en bas. Et sur le long terme, quand ça va être en place, le but, c'est de pouvoir accueillir 2 ou 4 athlètes dans le Airbnb. En plus, c'est à la campagne, il y a la piscine et tout. Donc, tu vois, sur des fins de préparation ou autre, ça peut être vachement sympa. Accueillir les athlètes et qu'ils puissent s'entraîner. Donc, moi, je puisse être en présentiel avec eux. Mm. Et puis, voilà, ils font peut-être une semaine de préparation ou 3 jours de perfectionnement ou des choses comme ça, Mm. tour à tour. Mais je veux pouvoir maîtriser quand est-ce que j'ai envie d'avoir des gens chez moi et dans ma salle. Si j'ai envie de rester tout seul dans ma salle pendant 2 mois, il y a personne qui vient. Et j'ai pas envie d'avoir l'obligation d'être en présentiel dans une salle que j'aurais ouverte ailleurs. Mm. Donc, moi, c'est plutôt cette chose-là qui me donne envie, ce côté un peu stage immersif de cette façon. Donc le côté salle de sport, enfin salle spécialisée force athlétique, est rentable du coup, parce que si on le fait, bon, c'est pour avoir un peu de rentabilité, un peu ou beaucoup, enfin plus ou moins, enfin, selon les envies de chacun. T'y crois pas? Non. Pour Non, moi, mais Enfin, après, c'est toujours pareil. Si tu me dis, j'arrive à me dégager 500 € de salaire, oui, c'est possible. Mais, mais en France, à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait une salle de force athlétique où, en plus, nous, on est 2, donc où il y a 2 associés pour qui, du coup, tous les crédits, tout est soldé et il y a tout qui est à zéro, et qu'en plus, chacun se paye, 2 000 € par exemple par mois. Ça, je pense pas que ce soit existant à l'heure actuelle, hein. il faut prévoir, à mon avis, une enveloppe pour refaire la chape en béton tous les Ouais, X années. faut que ça soit solide, ouais. Faut que ça soit très Ouais, ouais. solide. Et pour toi, il y a des avantages et des inconvénients du suivi en ligne? Avantage, la mobilité, la gestion de ton temps un petit peu comme tu l'entends, Oui. et le fait de pouvoir, encadrer des athlètes qui viennent de plusieurs horizons. Un athlète qui est à Lille, en Suisse ou en Espagne, je peux le gérer. Mm. En présentiel, c'est pas le cas. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, tu peux très vite confondre tes moments perso et tes moments pro, si Ouais. tu bosses de chez toi. Et c'est le principal désavantage en vrai. Parce que j'y vois pas énormément d'inconvénients supplémentaires. Si, à la limite, si tu fais pas l'effort de créer des moments physiques avec les athlètes, bah, tu as une certaine distance qui est créée. Et moi, ce que j'aime pas, c'est, par exemple, ça fait 4 ans que tu coaches un athlète, tu le retrouves en compétition pour la première fois, finalement, tu te connais pas. Et il y a une barrière qui se crée. Ouais. Donc au début, c'est normal. Mais moi, j'aime bien ne pas avoir cette barrière, justement, être proche Mm. de mes athlètes. Donc ça peut être un inconvénient. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans du coaching en ligne dans la force athlétique? Donc apprendre à dissocier le côté pro et perso pour pas que l'un influence l'autre, et avoir cette facette vraiment professionnelle du coaching, pas juste être un athlète qui encadre un peu comme il l'entend et comme il s'entraîne lui, mais avoir cette démarche d'individualisation, d'aller chercher justement le côté, comme on a dit, le côté mental, euh, et prendre conscience que tu entraînes un humain et pas juste un fichier Excel, tu vois, qui est Ouais. face à toi. Donc ce serait ça les... C'est une punchline, ça.
Mais oui, Non, je mais en pense qu'il y en a vrai, plein qui l'oublient, ça. je te jure que même moi, en là, 7 ans de suivi, tu vois les moments où je te dis, quand tu prends pas suffisamment de temps pour toi, tu as tendance à perdre un peu le côté passion et cetera. Tu peux facilement, si tu te remets pas en question, tomber dans le: «Ah ben je fais de la masse et je fais juste mon fichier Excel. Ah oui, j'ai regardé ton squat, c'est bien, ciao». Non, remets-toi en question. La personne qui t'envoie les vidéos, bah, elle a ses problèmes, elle a son rythme de vie, il y a tout qui doit être remis en contexte, constamment. Tu dois avoir, peut-être pas tout le temps, mais toujours le petit mot qui va bien, tu vois? Si on t'a parlé d'un souci il y a une semaine ou 2, bah, tu prends peut-être des nouvelles par rapport à ça. Il faut pas, banaliser ce suivi parce que tout le monde est coach en ligne à l'heure actuelle, sauf que, bah, pour te démarquer, il faut à minima que tu connaisses tes athlètes correctement. Mmh mh. C'est un peu la base du coaching, quoi. Ouais, c'est il y a le service, bah, c'est pas le service client, c'est plus, L'expérience client. ouais, l'expérience client. Ça, Bah, j'en ouais. parle, moi, je donne des cours, là-dessus, chez Move It Academy parce que, bah, au-delà d'être, le co-directeur, je suis aussi, formateur et justement l'expérience client, j'en parle souvent à mes élèves et il y en a plein qui l'oublient et il y en a plein qui savent même pas ce que c'est d'ailleurs l'expérience client alors qu'ils en vivent, au quotidien quand ils font leurs courses ou quand ils évoluent, bah, dans la vie tout simplement et donc du coup dans mes cours, je leur fais des focus là-dessus où je leur dis: Bah, «Mais» c'est important, ouais. j'essaye de leur montrer, de leur faire découvrir l'expérience client. Je leur dis: «Mais quand tu vas chez Lidl, à ton avis, c'est quoi l'expérience client qu'ils essayent d'avoir? Quand tu vas chez Apple, quand tu vas chez Porsche», bon, si tu as les moyens d'aller chez Encore Porsche, plus chez Apple et chez Porsche, hein, encore parce que plus, là, les oui, expériences clients, elles sont très fortes, énormes. Ah sont oui. énormes. Mais c'est quoi que tu retiens justement? Quand tu vas aller acheter ton iPhone, Ouais. bah, justement, le vendeur qui te prend avec lui, tu as le service de transfert de données de ton vieil iPhone vers le nouvel iPhone. Tu vois, c'est des petites choses comme Ça, ça c'est que tu l'expérience, retiens. ouais. Ah oui, c'est fort. Mais c'est ce qui fait la différence entre une marque de téléphone X et Apple. Et c'est pas Mmh. pour rien que tout le monde veut un iPhone au Mmh. final. Oui et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut transposer, ces expériences, dans notre vie quotidienne, justement dans du coaching individuel? Ah oui, 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 ben, que ce soit la façon dont tu t'exprimes, le petit mot que tu as pour la personne, le fait de sentir que le coaching que tu proposes, c'est le coaching pour la personne et pas le coaching de manière générale qui s'applique un petit peu à tout le monde. Parce que des coachs qui appliquent ça un peu à tout le monde, ben, c'est plus facile d'aborder le coaching comme ça te demande moins d'énergie mentale, moins de remise en question. Mmh. Pour autant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc oui, je pense que c'est essentiel. Ouais. Du coup, il y a des jeux dans ce podcast et là, c'est le deuxième jeu et ce jeu s'appelle le dilemme de l'entrepreneur. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, tu préférerais avoir une entreprise stable avec une croissance modérée ou prendre des risques pour une croissance rapide et incertaine? Plutôt stable et modéré. Ouais. Dans le sens où je suis pas seul. Si j'étais seul, la deuxième réponse aurait pu être la bonne. Là, les risques qui sont pris à mon échelle sont pris pour, 7 ou 10 personnes à l'heure actuelle. Ouais. Donc plutôt la première, ouais. Garder 100% de ton business, mais avancer lentement ou céder 30% mais exploser en 6 mois? Ça dépend à qui je les cède. Si je les cède à quelqu'un qui a pas la fibre ou pas la passion, non, clairement pas. En OK. fait, si on l'a monté ensemble et qu'on cherche des personnes, qui ont les mêmes valeurs que nous et la même dynamique, c'est pour poursuivre dans cette quête-là. On aurait pu très bien avoir, je pense déjà plus d'athlètes, plus de coachs, mais la qualité serait, moins bonne. C'est vrai. Hem, construire un empire seul ou aller 2 fois plus vite, mais devoir t'associer avec quelqu'un d'opposé à toi? Pas possible d'avoir quelqu'un opposé à moi. Clairement pas possible, dans un métier où tu as l'humain qui est en priorité. Si tu en as un qui pense que business et l'autre que humain, ça matchera pas. Les idées vont être totalement contraires. Là, à l'heure actuelle, on a notre pensée business et humain qui est à peu près à la même importance avec mon associé et moi. C'est Mmh. pour ça qu'on arrive à travailler ensemble depuis 5 ans. Fin du jeu.
D'ailleurs, je vais rebondir sur ça, sur le côté business et humain. À l'époque, quand j'avais voulu te recruter chez Moovit, les retours qu'on m'avait fait, donc il y a beaucoup de on-dit et de machin, c'est que tu avais trouvé que notre présentation et puis même notre façon de travailler, ça manquait d'humain et Mm. que c'était beaucoup trop business. Ouais, parce que du coup, à l'époque, j'avais pas du tout la même vision des choses. Hmm. Tu vois, le côté justement entrepreneuriat, Hmm. je m'intéressais pas à ce qui se faisait justement à ce niveau-là. Le côté coaching, du coup, il avait pas du tout été développé. Et je pense que à l'heure actuelle, si je refais le même entretien, je te dis pas oui ou non, mais je pense qu'il y a plus de possibilités pour que je parte justement avec vous, avec ce discours-là. Hmm. Il y a 5 ans, ça me freinait, mais énormément. Dès que j'entendais entrepreneuriat, croissance, peut-être, tu vois, entrepreneuriat peut-être un peu agressif, entre guillemets, c'est quelque chose qui me repoussait, mais au plus haut point. Et tu vois, le côté humain, bah, il était ultra prédominant. Sauf que, bah, tu le sais, pour en vivre, il faut avoir la Hmm. bonne part des deux. Ouais. C'est ça, c'est que mais après, tu étais pas le seul, à nous avoir fait, enfin, avoir fait cette remarque et moi, quand je subis un échec, je me remets en question. Je me dis pas: «Ah ouais, C'est la faute de l'autre. c'est la faute de Eh l'autre». oui. Parce que moi, je crois que et ça fait pas longtemps que je me focus là-dessus, 95 des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est, heu, c'est de notre faute, en fait. Parce qu'à un moment donné, on a fait des choix, tu Mm. vois? Et donc non, moi, je me remets en question quand quelqu'un, me sort un truc comme ça et qu'en plus, c'est répété. C'est pas genre c'est pas que toi qui as sorti ça, c'est Ouais, que t'en avais plusieurs. vous avez été plusieurs. Donc cette remise en question, elle a été, elle avait lieu d'être, en fait. Bien sûr. Et ça nous a aidés pour améliorer nos recrutements et avoir un juste milieu Sur le discours que sur le tu avais. discours et cetera. Parce que peut-être que j'avais un discours, très radical. Moi, à la base, je voulais rameuter un maximum de coachs, Mm. dans la team, et peut-être que je le faisais pas forcément avec tact et que c'était beaucoup plus, de manière industrielle et et clairement, pour ce genre de recrutement, quand ça se fait de manière individuelle, que tu essayes de comprendre la personne que tu as en face de toi, que tu essayes de la guider, de l'accompagner, pour qu'elle réussisse dans ce business, c'est peut-être la meilleure méthode. C'est ce qu'on a appliqué après et ça a mieux Ça a mieux réussi. fonctionné, ouais. Ça a mieux fonctionné. Ouais, je pense que ça peut être perçu avec vraiment 2 horizons différents, selon, bah, le vécu de la personne, ce qu'elle a fait jusqu'à Mmh. présent en termes professionnels. Moi, je sortais de la fac, tu vois? Donc totalement nouveau pour moi et même l'âge. Je sais pas quel âge toi tu avais à ce moment-là, Bah, s'il y a j'étais 5 jeune, ouais, ans? je devais avoir, 30 ans. Bah, moi, j'en avais 19, Ouais, ouais, tu ouais. vois? Ah ouais, oui, OK. Donc le mec 19 ans, il sort de la fac, il connaît rien à l'entrepreneuriat. Ben je pense que c'est ça peut-être qui a pu mettre un frein à ce moment-là. Ouais, je pense, Mais peut-être que ça aurait fonctionné plus tard. mmh, On peut pas savoir. c'est vrai. Bon, ça fonctionne aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai, bah, écoute, aujourd'hui, je suis content que ta pensée, elle a un peu évolué. Elle avait forcément évolué avec ton expérience et tout ce que tu as pu euh, vivre jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'on avait un peu plus d'avance sur toi. Et puis à 19 ans, c'est sûr que tu tombes sur un mec. Moi, j'étais. Enfin, tu vois, fallait vraiment qu'on pousse. J'avais des concurrents à l'époque qui poussaient aussi. Donc, Et qu'il oui, fallait. tu avais un impératif de rendement sur le Ouais, moment ouais. et du coup, ouais, tu avais adopté cette stratégie-là à ce moment-là, quoi. Ouais, mais ça a un peu changé et puis, de toute façon, aujourd'hui, on a plus, on a toujours les mêmes objectifs, mais plus de cette façon-là, quoi. Mmh. On travaille plus de cette façon-là. Est-ce que tu arrives à écouter des conseils de gens, qu'il y a autour de toi et surtout de gens qui ont pas entrepris? Tu les conseils? Alors oui, puisque, bah, comme on a dit, la facette humaine, même si tu as des gens qui sont pas entrepreneurs, elle peut très bien être, maîtrisée par quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, je prends, bah, ma mère, par exemple. Elle est, éducatrice de jeunes enfants depuis, plus de 30 ans et depuis, on va dire 5 ans à peu près, elle est également formatrice, justement pour, des personnes qui passent des diplômes et cetera et ce côté humain, elle est pas du tout entrepreneur, hein, elle travaille pour des mairies depuis toujours et pourtant ce côté humain, bah, je pense que je le tire d'elle et on échange dessus Mmh. et je trouve ça intéressant.
Également, tu vois, sur des clients que j'avais en personal training, je pense à Thibaut et Fred notamment, ils sont pas du tout chefs d'entreprise et pourtant ils ont des visions et des conseils et des façons de penser qui sont beaucoup plus proches de celles que j'ai à l'heure actuelle que Ouais, d'autres entrepreneurs. ouais. Donc oui, des gens qui n'ont pas d'entreprise mais qui ont ces visions-là, je discute avec eux et je peux en tirer des enseignements. Ouais, moi, je pense que c'est important d'écouter les conseils de tout le monde, et même de gens qui n'ont pas entrepris d'ailleurs. Parce qu'au détour d'une phrase, tu peux apprendre un truc qui peut changer ton business et qui peut changer même ta façon de penser. Donc, être fermé être fermé aux conseils, c'est un peu dommage, quoi. Dans tous les cas, tu vois, quand j'anime des séminaires, on commence très souvent par la même phrase, c'est on vous présente notre façon de faire, notre façon de réfléchir. En aucun cas, on vous dit que vous devez suivre ça. Vous êtes ici pour accumuler des connaissances, recueillir un petit peu notre expérience, mais on ne vous dit pas de coacher comme nous ou de faire comme nous. Juste inspirez-vous et s'il y a une chose ou un système qui peut être utile dans votre façon de fonctionner et que vous allez récupérer aujourd'hui, c'est tant mieux. Tu vois? Moi, c'est la même chose et quand je vais me former, c'est la même chose que je cherche. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'inspirent, tu des mentors? J'ai pas de mentor et j'en ai jamais réellement trouvé. Par contre, j'ai certaines personnes sur certains points qui peuvent m'inspirer. Sur le côté, sur le côté remise en question, pluridisciplinaire et cetera, j'ai, maintenant mon ami qui s'appelle, Frédéric Cossé qui est kiné prépa. Comme je te disais sur le côté, Heu, arriver à travailler dur, arriver à mettre de côté le côté fatigue, vraiment rentrer dedans quand ça devient dur. Mes 2 clients, Fred et Thibaut, qui ont toujours des gros postes à responsabilité, même en tant que salariés, et qui gèrent beaucoup d'équipes et cetera. Thibaut, il est, il fait de la gestion de secteur chez Lidl Mmh mh. et il avait, je pense qu'à l'heure actuelle, il doit avoir 40 ou 50 magasins quand même à Ouais, gérer. Tu ouais, imagines 50 magasins, c'est c'est énorme, c'est énorme. énorme, c'est énorme. Et voilà, le matin, on se retrouvait, c'était 6 heures du matin pour que je le coach. Il avait dormi 3 heures. Il était là sur la bike à faire son fractionné. Et puis on échangeait sur ses difficultés, sur mes difficultés. On est toujours amis à l'heure actuelle d'ailleurs. Et ça, c'était assez inspirant pour moi. J'ai pas un mentor. Et j'aimerais en trouver un, mais pour l'instant, il y a personne qui m'a inspiré. Et je pense que tu tombes sur la personne. Tu dois pas Ouais. chercher quelqu'un qui t'inspire. Et C'est pas possible. là, c'est les mentors ou les personnes qui t'inspirent dans la vie, courante, mais peut-être qu'il y en a, qui tu croises pas et qui peuvent t'inspirer, À l'heure actuelle, non. non? Non. OK. T'as as peur un jour que tout ça, ça s'arrête? Enfin, tout ce que tu as entrepris, est-ce que tu as peur que Il y a toujours la possibilité. On ne sait pas ce que le sport peut devenir. On ne sait pas ce que l'entreprise peut devenir. Et tu vois, quand tu me disais, est-ce que pour toi, ça serait intéressant de recruter d'autres coachs? Plus tu recrutes de coachs, plus tu as la possibilité aussi, au-delà d'avoir une super expérience client, d'avoir une mauvaise pub. ouais. Et ça, c'est possible aussi. Donc, ce truc de avoir un petit élément négatif qui prend tellement le pas sur tout ce que tu fais de positif depuis des années, ça peut faire couler une boîte en 2 jours, hein. Il y a une expérience avec un athlète qui se passe vraiment pas bien, que tu maîtrises pas, c'est terminé. Alors, nous, on a pris un peu les devants avec d'autres choses, mais oui, ça peut s'arrêter. Et est-ce que ça fait peur? Ouais, indirectement, ça peut être une crainte, mais j'y pense pas tous les jours, sinon tu avances pas. J'ai l'impression au fur et à mesure, qu'on avance, sur ce podcast qu'il y a quand même pas mal de ce mot que tu répètes assez souvent, c'est la peur de pas maîtriser. Mmh. Ah C'est ouais, quelque chose qui te mais fait peur? je suis, ultra dans le contrôle, tout le temps. Mmh. Quoi qu'il arrive, qu'importe le sujet ou le thème, j'ai beaucoup de mal à laisser couler, si tu veux. Et dans l'entrepreneuriat, parfois, tu vois, t'as des passages où qui sont imprévus et que tu obligé de gérer, parce que ça se présente là, maintenant, tout de Ah suite. oui, Comment tu fais, du coup? je suis pas bien. Du coup, comme tu dis, tu te remets en question. Là, j'en discute. Merci Rosanna d'être avec moi là tous les jours parce que c'est une oreille attentive, ma femme. Mmh. Hem
et puis mes collègues également, tu vois, tu as besoin d'être entouré. Et par contre, tu vois, je pense pas que cette expérience et cette histoire d'entreprise et tout aurait pu être justement créée seule. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais pourquoi pas rester seul. Ben, dans ces moments-là, je suis content d'être entouré. Mmh mh. C'est pas des mentors pour moi, mais par contre, c'est vraiment des retours qui sont importants pour moi d'avoir pour avancer et mieux traiter les situations quand elles se présentent. C'est des oreilles attentives, c'est des gens qui te conseillent et qui te Complètement, permettent de rester focus peut-être, ouais? complètement. Ouais. Ouais. Et au lieu d'avoir la même idée en tête pendant 3 à 4 jours, de ruminer et pas avancer, ben là, ça va durer un jour. Je vais avoir la discussion, je vais me sentir libéré, on va prendre des décisions, on va se faire comme en compète, un game plan et puis on avance par rapport à ça, tu vois? OK. C'est quoi les projets du coup pour OPT là dans les 2-3 prochaines années? Pour OPT, on n'a pas le projet de passer de 240 à 600 athlètes, clairement. Mmh. Par contre, améliorer l'expérience client qu'on évoque depuis le début, très clairement oui. Avec, encore plus de rencontres, encore, plus de qualité, sur le suivi des athlètes. Donc on y travaille, constamment. Comme je t'ai dit, on a des rendez-vous, mensuels, biannuels. On fait, une sorte de deep work où on amène tous les coachs en fait, avec nous pour réfléchir à différentes choses. Donc, améliorer toute cette expérience client, elle est super importante. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter d'autre à OPT? En vrai, c'est la seule chose qui m'importe, moi, c'est que le client soit encore plus satisfait, pour le même service proposé. Après les autres perspectives d'évolution, c'est avec, tout le projet perso et l'accueil des athlètes, à la maison et à la salle Mmh. et le côté formation qui prend de l'ampleur de plus en plus, là. Pour la formation, ouais, j'aimerais bien qu'on échange, ensemble là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Vous êtes les 1 à développer une entreprise, aussi grande, en tout cas dans l'accompagnement de coach, dans l'accompagnement de compétiteurs, dans la force athlétique. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une méthodologie, il y a une façon de travailler qui est intéressante à transmettre et j'aimerais bien que ça se retrouve chez Move It Academy. Je sais pas comment, mais on y réfléchira, on en parlera ensemble. Aucun souci, Mais avec vraiment, plaisir. moi, ce serait vraiment avec plaisir. D'ailleurs, j'ai des gens, qui sont sur, Caen, Oui, qui font de la force athlétique. Enfin, c'est des OK. coachs qui sont chez Move It Ça se trouve, et on les connaît, hein? alors non, Non? j'étais énervé qu'ils ne te connaissent pas parce OK. que je leur ai posé la question. Ils m'ont dit: «Non, non, je connais pas». Donc je suis très content et très fier que grâce à ce podcast, bah, ils vont te connaître, parce que forcément on va diffuser, les vidéos et ça va peut-être les aider à développer, leur business, autour de ça. Et ils veulent être coach en force athlétique ou ils sont pratiquants et puis Alors ils veulent être personal trainer, classique? alors là, aujourd'hui, ils sont personal trainer, OK. classiques. Moi, je leur donne des conseils en tant que personnel trainer classique parce que, bah, moi, c'est Mmh. toujours ce que j'ai fait. En revanche, j'en ai un particulièrement qui s'appelle Charles Petit, qui est OK. coach à Caen, enfin dans la région de Caen et qui voudrait se spécialiser, bah, là-dedans. OK. Mais bon, ouais, il a pas, je pense qu'il lui manque quelques codes, il lui manque Les quelques outils? tips, business pour pouvoir se développer, là-dessus. Donc, aujourd'hui, il se focus sur des gens, monsieur et madame tout le monde. C'est intéressant aussi monsieur et madame tout le monde parce que, coacher des athlètes, moi, personnellement, je trouve ça un peu plus facile que de coacher monsieur, madame tout le monde qui a aucune, appétence, Mmh. au sport. Je trouve ça vraiment plus simple quand, c'est, je sais pas, Élodie, secrétaire de direction, qui veut se mettre au sport et qu'on n'a jamais fait depuis le lycée, c'est compliqué. Alors que l'athlète, lui, il est là pour ça, il sait qu'il va en chier, il sait que ça va être dur et enfin, pour avoir coaché des athlètes, de haut niveau, c'est franchement plus simple et puis tu prends un plaisir de fou. Je dis pas que je prends pas un plaisir de fou aussi quand je coach, monsieur et madame tout le monde, mais c'est un plaisir qui est différent. Tu sais, nous, on est formés tu sais, quand toi, tu as un cursus universitaire, moi, j'ai un BPGEPS et quand tu sors de là, tu as beaucoup de compétences, encore plus quand tu as un cursus universitaire et du coup, quand tu te retrouves sur le terrain, tu coaches des gens, qui ont pas besoin d'avoir, En tout fait, tout ce savoir, tu vois? le bagage, on va dire, d'entraînement, de programmation et cetera, tu, n'utiliseras pas tout si tu es bien formé avec, comme tu dis, monsieur et madame tout le monde.
un athlète sportif de haut niveau, oui, le côté programmation et précision dedans va prendre beaucoup plus de place. Par contre, tu as des enjeux qui vont être différents. Je sais pas s'il y en a un qui est plus simple à coacher que l'autre, mais la chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que monsieur, madame, tout le monde, si sa séance se passe entre guillemets moins bien, donc en termes de performance, il y a 5 kilos de moins sur le développé couché, c'est pas la fin du monde. Et puis quand elle va te retrouver la fois d'après, tu vas passer à autre chose. Ouais. Un athlète de haut niveau, tu as une telle pression et en fait, tellement toute sa vie est tournée autour de sa discipline que au moindre écart, ou même si la charge est de soulever, mais que la sensation est mauvaise, bah là, ça peut vriller mentalement. Hmm. Et c'est vraiment des enjeux qui sont différents sur les deux profils, ouais. Est-ce que tu auras un conseil entrepreneurial, un dernier mot, et un dernier mot et un dernier conseil entrepreneurial pour les gens qui souhaiteraient se lancer dans la programmation, dans le powerlifting et qui souhaiteraient en vivre? Est-ce que tu auras un conseil pour eux? Franchement, mon conseil, ça reste le même, c'est mettre l'humain avant le fichier Excel, comme on a dit. Ouais. T'entraînes des personnes, prends en compte tout ce qui va façonner ton coaching en ayant le bon mot et la bonne pensée et en remettant toujours en contexte de où en est la personne, comment ça se passe pour elle actuellement en dehors des séances et requalifier un peu les performances. Pour un même squat, bah, tu peux avoir un aspect positif, un aspect négatif selon ce qui se passe à côté. Tu vois, Ok, pour être spécifique à notre discipline. ok, top. Tu aurais des gens à nous recommander en tant qu'invité sur Attitude? Théo Parisi. Ah, Théo, c'est quelqu'un qu'on va recevoir bientôt, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Merci à toi, Alexis. Merci d'avoir répondu présent. On doit se revoir, nous, pour reparler justement de formation, parce que bah, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, de mettre des coachs performants sur le terrain, et puis aussi qui souhaitent se spécialiser en force athlétique. Et je pense que sur Montpellier, bah, tu deviens et tu es une référence dans ce domaine. Donc, nous, chez Movit Academy, on veut des références, t'en es une. Donc, Merci. on sera ravis de te recevoir et pour que tu puisses échanger avec les élèves et même trouver une solution pour que tu puisses les former. Avec plaisir. Merci, On en Alexis. rediscute. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi.